J'étais en train de me brosser les cheveux avant d'aller me coucher quand le texto a illuminé la pièce sombre, sa lueur tranchant l'immobilité comme le vent froid se glisse sous l'encadrement d'une porte. Il était presque 23h30, trop tard pour un message qui commence en douceur, et celui-ci ne le faisait pas, 3 lignes, pas de salutation, pas d'explication, pas de gentillesse. Maya, ne viens pas demain. Scarlett se sent mal à l'aise avec toi. C'est mieux pour la famille que tu ne sois pas là. Pendant un moment, je suis resté là, à regarder, laissant les mots s'enfoncer, puis traîner, puis couper. Mal à l'aise avec moi? La fête de Noël que j'avais payée, le lieu que j'avais réservé, le vin que j'avais précommandé, la salle privée que j'avais décorée avec des accents d'or et de blanc parce que maman avait dit qu'elle voulait quelque chose d'élégant cette année? Ma propre famille me demandant de ne pas assister à un dîner que je finançais, c'était comme sortir de ma propre vie et regarder quelqu'un fermer silencieusement la porte de l'intérieur. Quelque chose en moi s'est immobilisé, pas de la colère, pas du chagrin, juste un déclic froid et net de réalisation. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement fait défiler jusqu'au numéro du restaurant, appuyé sur « Appeler », et quand le responsable a répondu joyeusement, j'ai dit « Annulez tout ». La personne qui paie vient d'être retirée de la liste. Le silence qui a suivi ressemblait à de la neige fraîche, croustillante, intacte et terriblement honnête. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté là, sentant le calme envahir la cuisine. C'était étrange de voir comment un message si court pouvait donner l'impression de voir s'effondrer toute une enfance. Je suis allé au salon, j'ai allumé la petite lampe près du canapé et je me suis assise, fixant la guirlande lumineuse que je n'avais jamais pris le temps d'enlever depuis l'année dernière. Elle clignotait doucement, baignant la pièce d'une douce lueur qui semblait presque moqueuse. J'ai su instantanément qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu soudain. Les familles ne vous éjectent pas de Noël du jour au lendemain. C'était la dernière étape de quelque chose qui se construisait depuis des années, lent, subtil et toujours enveloppé de la même excuse. Scarlett est sensible. Toute ma vie avait été façonnée autour de cette phrase. Elle était la fragile, l'émotionnelle, celle autour de laquelle les gens marchaient sur la pointe des pieds. J'étais la stable, la forte, celle que maman félicitait de ne pas rendre les choses plus difficiles. Tous ces éloges s'étaient transformés en obligations, et toute cette obligation s'était transformée en attente. Mais le fait de le voir écrit noir sur blanc, ne vient pas, a fait surgir en moi une vérité que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran a éclairé la pièce d'une lumière plus crue, plus vraie. Mon curseur s'est arrêté sur un fichier que je n'avais pas touché depuis des mois, dépenses du ménage, non partagé.xlsx. Le nom seul a fait se crisper quelque chose dans ma poitrine. J'ai cliqué. Des rangées de chiffres ont rempli l'écran, minuscules et implacables, des années de reçus, de paiements, de virements, tout ce que j'avais discrètement couvert parce que quelqu'un devait le faire. Les factures d'électricité en retard de Scarlett, les soins dentaires de maman, les médicaments de papa, les paiements de loyer quand Scarlett oubliait, les réparations d'urgence pour une voiture qu'elle a accidentée et pour laquelle elle ne s'est jamais excusée, des milliers de petits sauvetages cachés dans une feuille de calcul que personne d'autre n'avait jamais vue. Faire défiler la page, c'était comme marcher à reculons dans ma propre vie, trébuchant sur chaque moment que j'avais laissé passer. Il y avait une ligne rouge signalée que je me souvenais à peine avoir créée, deuxième hypothèque, signature inconnue. Je l'ai fixée jusqu'à ce que les mots se brouillent. J'avais vu quelque chose il y a des mois qui ne me plaisait pas, quelque chose à propos des dates ou des signatures, mais j'étais trop fatigué pour creuser plus profondément, trop habitué à tout porter, trop habitué à croire qu'il était de ma responsabilité de réparer les choses en silence, de maintenir la paix. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière. Soudain, j'avais de nouveau 13 ans, debout dans le couloir pendant que maman calmait Scarlett après une autre crise, ne la contrarie pas, Maya, tu sais comment elle est. Ou 17 ans, quand j'ai récupéré Scarlett après qu'elle ait heurté la voiture de quelqu'un et que maman a chuchoté, sois douce, elle est fragile. Ou 20 ans, quand papa a perdu son emploi et a dit, on va bien, alors que l'hypothèque prenait du retard et que la maison vacillait au bord de la saisie. C'est moi qui ai appelé la banque. C'est moi qui ai fait le virement. C'est moi qui ai sauvé la maison. Et pourtant, me voilà, non invité à Noël. L'appartement autour de moi est devenu plus silencieux à mesure que ces souvenirs se sont installés, pas douloureusement, mais avec une sorte de clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais pas en colère, pas encore. Ce que je ressentais, c'était le lent déploiement de la vérité. Une vérité que j'avais enterrée sous la responsabilité, sous la culpabilité,
sous l'illusion qu'être fiable signifiait être aimé. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin de lire un autre message me disant pourquoi ma présence était incommode. J'avais passé des années à être commode. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et j'ai remarqué que ma main ne tremblait pas. Cela m'a surprise. Au lieu de m'effondrer, je me sentais stable, plus stable que je ne l'avais jamais été en jouant ce rôle pour eux. C'était comme si le message avait déclipsé quelque chose de lourd que je traînais depuis des années. Le fichier sur mon ordinateur portable brillait faiblement de l'autre côté de la pièce. Je suis retourné en arrière et j'ai fait défiler la liste plus loin, en balayant des années de contributions silencieuses, les cours ratés de Scarlett, les médicaments saisonniers de maman, les paiements d'assurance oubliés de papa. Je pouvais retracer ma vie à travers ces chiffres plus clairement que n'importe quel album de photos de famille. Quelque part entre le défilement et la respiration, j'ai réalisé que Noël n'était pas la première fois qu'il me retirait. C'était simplement la première fois qu'il le disait à voix haute. J'ai fermé la feuille de calcul lentement, laissant le couvercle se refermer avec un léger clic. Je me suis assise dans la faible lumière, écoutant le léger bourdonnement du chauffage, sentant le poids de la nuit s'installer autour de moi. Ce n'était pas de la solitude. Ce n'était même pas un chagrin d'amour. C'était une reconnaissance, froide, claire, impossible à ignorer. Demain ne serait pas le Noël qu'ils attendaient. Ce serait le Noël où j'ai finalement ouvert les yeux. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude, d'un sommeil qui ne rafraîchit pas tant qu'il ne permet pas au corps de s'éteindre pendant un certain temps. La lumière qui filtrait à travers les stores était douce et froide, le genre de soleil d'hiver qui ne réchauffe pas vraiment. Mon téléphone était posé face cachée sur la table de nuit, pas d'appel manqué, pas de message me demandant si j'allais bien, rien de maman, rien de papa, et certainement rien de Scarlett. Pendant un moment, je suis resté immobile, à écouter le silence. C'était étrange de voir à quelle vitesse une famille pouvait donner à quelqu'un l'impression d'être un fantôme. Le groupe de discussion a sonné 2 fois pendant que je me brossais les dents, un autocollant d'un sapin de Noël de dessin animé de Scarlett, un emoji cœur de maman en dessous. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a mentionné l'annulation. Personne ne semblait remarquer l'absence de la personne qui avait payé pour toute la célébration. J'ai regardé le petit fil de messages et j'ai senti quelque chose de petit changer en moi. Ce n'était plus de la douleur. C'était de la clarté. Je suis allé au salon, je me suis assise sur le tapis et j'ai rouvert mon ordinateur portable. La feuille de calcul est apparue comme une mémoire musculaire, des rangées de chiffres, des dates, des notes, toutes les pièces de ma vie que j'avais essayé de garder ordonnées pendant que tout le monde dispersait les leurs au vent. Les premières entrées étaient minuscules, presque mignonnes avec le recul, de l'argent pour l'essence pour papa quand son camion ne démarrait pas, $50 pour les frais de scolarité oubliés de Scarlett, $85 pour une facture d'électricité que maman jurait avoir déjà payée mais qu'elle n'avait pas payée. Petit sauvetage, petit sacrifice, tous si normaux à l'époque. Parcourir ces premières années, c'était comme feuilleter un vieux journal intime, la version de moi qui croyait encore qu'intervenir était de l'amour, qu'être fiable signifiait être désiré. Je me suis arrêté sur une entrée datant de mes 20 ans, allègement hypothécaire, $5800, urgent. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique, maman faisant semblant d'être calme, papa disant qu'ils allaient s'en sortir, la panique sous chaque mot. J'étais rentré à la maison ce week-end-là et j'avais payé les arriérés sans leur dire. J'avais dû vider la plus grande partie de ce que j'avais économisé. Je pensais que sauver leur maison à l'époque signifiait nous ancrer en tant que famille. Je ne savais pas que je ne faisais que renforcer l'histoire qu'ils avaient passé toute ma vie à me raconter, Scarlett était la fragile, et j'étais la forte. Scarlett avait besoin d'être protégée. J'étais la protectrice. Scarlett causait le chaos. Je le nettoyais. Et le plus fou? Je n'en voulais même pas à l'époque. J'y croyais. Je croyais qu'être stable était mon rôle, quelque chose de noble, quelque chose de choisi, pas quelque chose qui m'avait été attribué avant que je sois assez vieille pour comprendre le poids de cela. J'ai fait défiler la page de quelques années. Le nom de Scarlett a commencé à apparaître plus souvent, des pertes de couverture d'assurance automobile, des frais de collège communautaire pour des cours qu'elle n'a jamais terminés, un butin de maquillage de $400 qui a frappé son découvert et qui s'est retrouvé sur mes genoux à réparer. Elle s'en sortait toujours en riant. Maman soupirait toujours et demandait, juste pour cette fois. Ce n'était jamais une seule fois.
J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs remonter à la surface, Scarlett pleurant parce qu'elle avait échoué à un examen de mi-session pour lequel elle avait à peine étudié, maman me disant de ne rien dire de contrariant, Scarlett se faisant arrêter et m'appelant, pas maman, pas papa, moi, pour venir la chercher. Je me suis souvenu que je conduisais au milieu de la nuit parce que personne d'autre ne pensait qu'il fallait le faire. Tu es la plus forte, disait toujours maman, le compliment qui s'est transformé en chaîne. J'ai chassé le souvenir et je suis revenu à la feuille de calcul. Les entrées les plus récentes étaient plus sombres, les chiffres grimpants, les notes vagues et précipitées, les paiements de loyer quand Scarlett a emménagé dans un appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre, les frais de boutique dans lesquels je n'avais jamais mis les pieds, les factures médicales que maman insistait pour dire que ce n'était pas grave mais qui se retrouvaient quand même sur ma carte parce que l'assurance avait mélangé quelque chose. La parcourir, c'était comme regarder une lente fuite inonder toute une maison. Au moment où j'ai atteint les 2 dernières années, le modèle était indéniable. Les dépenses n'étaient plus minimes. Ce n'étaient pas des erreurs ou des oublis. C'étaient des attentes, silencieuses, tacites, le genre de choses autour desquelles les gens construisent des structures familiales entières. J'ai cliqué sur l'entrée signalée en rouge, deuxième hypothèque, signature inconnue. J'ai zoomé, en étudiant l'image. Ce n'était qu'un aperçu flou, le genre de photo que quelqu'un prend à la hâte. La signature était censée être celle de papa, mais la courbe du R était fausse. L'inclinaison était fausse. Tout était faux. Un frisson m'a parcouru. J'ai essayé de me rappeler quand je l'avais signalé. C'était au printemps dernier? L'été dernier? Je me suis souvenu avoir remarqué l'inadéquation, je me suis souvenu avoir pensé que quelque chose ne collait pas, mais j'ai dû laisser tomber, trop de feu à éteindre, trop d'urgences étiquetées juste pour cette fois. Mon esprit est revenu à un autre souvenir, un souvenir auquel je n'avais pas pensé depuis des années. J'avais 17 ans et Scarlett avait accidenté une voiture empruntée. Maman a paniqué et m'a supplié, s'il te plaît, ne dis pas à ton père comment c'est arrivé. Il ne peut pas le supporter en ce moment. Papa, quand il l'a découvert, n'a pas crié sur Scarlett. Il m'a regardé et a dit, pourrais-tu couvrir la réparation jusqu'à ce qu'on s'arrange? Je l'ai fait, bien sûr, je l'ai fait. Maintenant, en regardant cette ligne de deuxième hypothèque, j'ai senti une vieille vérité remonter à la surface, chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour absorber une erreur, ils me choisissaient. Chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour cacher un désordre, ils se tournaient vers moi. Et chaque fois que Scarlett avait besoin d'une échappatoire, ils m'utilisaient comme coussin. J'ai fait défiler la page à nouveau. Ensuite, il y avait des centaines de petites transactions, mais elles racontaient une plus grande histoire. Scarlett vivait bien au-dessus de ses moyens, des soins de la peau de marque, de petites dépenses de voyage, des frais Uber à 2 heures du matin, des courses dans des épiceries situées dans des boutiques loin de son appartement. Je me suis souvenu que maman avait dit un jour, Scarlett est créative avec son argent. Non, Scarlett était créative avec le mien. Une vive douleur s'est répandue dans ma poitrine, pas un chagrin d'amour, mais une reconnaissance. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas surprenant. C'était simplement la première fois que je m'autorisais à le voir sans en adoucir les bords. J'ai fermé l'ordinateur portable pendant un moment et je me suis frotté le visage. La pièce était silencieuse, à l'exception du chauffage qui ronronnait. L'horloge sur le mur tic-taquait régulièrement, un son que je trouvais habituellement réconfortant. Maintenant, cela me rappelait simplement combien d'années s'étaient écoulées pendant que je restais immobile pour maintenir tout le monde stable. J'ai repris l'ordinateur portable et j'ai fait défiler jusqu'aux saisons de Noël du passé, de petites notes que j'avais oublié d'écrire, pâtisserie pour la fête de bureau de Scarlett, couvert l'échange de cadeaux de maman, payé la compte pour le dîner de Noël 2021. Le découvert de Scarlett à nouveau. Puis je me suis souvenu d'autre chose, d'un Noël il y a 2 ans où je suis arrivé en avance et où j'ai entendu maman et Scarlett chuchoter dans la salle à manger. Ne laisse pas ça traîner, avait dit maman. Si Maya le voit, elle va poser des questions. Elle s'était tue quand je suis entré. Quand j'ai demandé si tout allait bien, Scarlett avait dit, ne t'inquiète pas, tu t'inquiètes trop. Je les avais crus. Maintenant, ce souvenir m'a frappé comme un camion qui roule lentement. Elle ne cachait pas une surprise ou un cadeau. Elle cachait des factures, des dettes, des preuves. Je me suis appuyé contre le canapé, la réalisation se posant clairement. Elle me retirait de certaines parties de la famille bien avant d'oser me retirer de Noël. Mon téléphone a vibré à nouveau, vibrant contre la table. Je l'ai ignoré.
Il n'y avait plus rien qu'elle puisse dire ce soir que j'avais besoin d'entendre. La feuille de calcul brillait de l'écran, un registre silencieux de 14 années passées à être la forte pendant qu'elle construisait un écosystème entier autour du confort de Scarlett et de mon silence. Ce n'était pas une accusation. C'était un miroir. Et pour la première fois, je m'autorisais à le regarder droit dans les yeux. Mes yeux sont revenus à la ligne rouge signalée près du bas. Si cette signature hypothécaire n'était pas celle de papa, alors qu'il avait signé? Et si elle me cachait ça, qu'est-ce qu'elles avaient encore décidé que je n'avais pas besoin de savoir? La pensée s'est installée dans ma poitrine, lourde mais claire, quoi que ce soit, quoi qu'elles aient fait dans mon dos, ça allait plus loin que Noël, plus loin que l'argent, plus loin que le favoritisme. C'était un schéma que j'avais été trop loyal, trop pleine d'espoir ou trop fatigué pour voir. Plus maintenant. J'étais assise dans la cuisine, les deux mains enroulées autour d'une tasse dont je ne buvais pas, à fixer la légère condensation qui glissait le long de son côté. L'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge murale, chaque clic sonnant comme un rappel que le temps avait passé, même quand j'étais trop occupé à maintenir tout le monde ensemble pour le sentir. La ligne rouge signalée de la feuille de calcul, deuxième hypothèque, signature inconnue, planait dans mes pensées comme un avertissement que j'avais ignoré. Maintenant que je l'avais revu, je savais que je ne pourrais pas détourner le regard. J'ai posé la tasse et j'ai ouvert ma boîte aux lettres, avec l'intention de me distraire, mais mes yeux se sont figés sur un message enfoui dans un vieux dossier, un courriel non lu datant de l'année dernière. La ligne d'objet indiquait les clarifications nécessaires. Il provenait d'un agent de crédit d'une banque locale du Missouri. J'ai ressenti le même frisson que lorsque j'ai trouvé cette entrée hypothécaire. J'ai cliqué sur le courriel. Il était court, poli et terrifiant, veuillez confirmer les informations relatives au garant pour la demande de votre parent. Mon nom était inscrit en dessous. Je n'ai jamais répondu. Je ne l'avais même pas vu. Scarlett a dû penser qu'elle avait eu de la chance cette fois-là. Peut-être qu'elle supposait qu'elle pourrait avoir de la chance à nouveau. Je me suis adossé à la chaise, sentant mon pouce accélérer. Tous les petits moments que j'avais ignorés ont commencé à s'aligner dans mon esprit comme les pièces d'un casse-tête, des moments que j'avais balayés pour maintenir la paix, des moments qui prenaient maintenant une signification plus sombre. J'ai pensé à la voix de maman il y a des années, étouffée et précipitée, me disant « Tu n'as pas à t'inquiéter des factures ». À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire qu'elle ne voulait pas me stresser. Maintenant, je réalisais qu'elle ne voulait pas que je pose des questions. Et j'ai pensé à Scarlett souriant comme une enfant qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences, laissant tomber des indices que je n'avais jamais pris au sérieux. Une fois, elle a tenu ma carte de crédit pendant que je payais l'épicerie et a dit « Cette limite est tellement bonne, Maya. Je ne peux même pas imaginer en avoir une comme celle-ci. » À l'époque, j'avais ri nerveusement et je n'avais rien dit. Maintenant, ce souvenir me semblait être un avertissement. J'ai expiré lentement. Le style de vie de Scarlett n'avait jamais correspondu à ses revenus, des soins de la peau de marque, des voyages de dernière minute le week-end, de nouvelles chaussures à chaque saison. Quand je lui demandais comment elle pouvait se permettre tout cela, maman avait toujours une réponse toute faite, elle a des rabais. Ses amis la gâtent. Elle est ingénieuse. Mais rien dans les habitudes de dépenses de Scarlett n'avait jamais été ingénieux, et certainement rien dans les frais de boutique que j'ai vus dans ma feuille de calcul, des frais d'un magasin à moins d'1,5 km de son appartement, n'avaient quoi que ce soit à voir avec la créativité. Ces paiements n'étaient pas les miens par accident. Ils étaient les miens parce que quelqu'un voulait qu'ils le soient. Un nouveau souvenir s'est glissé en avant, un souvenir que je n'avais pas pu chasser depuis que je l'avais redécouvert, un colis livré à mon appartement il y a 2 ans, un sérum haut de gamme valant bien plus que ce que je ne dépenserai jamais en soins de la peau. L'étiquette d'expédition portait mon nom de famille mais le prénom de Scarlett. Je lui avais envoyé un texto à l'époque, lui demandant si elle voulait m'envoyer ça. Elle avait répondu « Oups, mon erreur » avec un emoji riant. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas une erreur. C'était un test, un petit test, une répétition. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans la cuisine, le mouvement me ramenant sur terre. Je pouvais imaginer les mains de Scarlett tremblant d'excitation alors qu'elle remplissait des formulaires, utilisant des bribes de mes informations, testant les limites comme un enfant teste une clôture électrique, poussant jusqu'à ce que quelque chose les arrête. Mais rien n'a jamais arrêté Scarlett, ni maman, ni papa, ni moi, parce que j'étais trop occupé à être la stable. Mon cœur s'est serré alors que le souvenir suivant remontait à la surface, le dîner de la fête des mères il y a 2 ans.
J'étais arrivé en avance, portant un bouquet de tulipes et un gâteau de la pâtisserie que papa aimait. En marchant vers la salle à manger, j'ai entendu maman chuchoter sèchement, « Ne laisse pas les papiers traîner, elle va poser des questions. » La pièce était devenue silencieuse quand je suis entré. Scarlett avait souri trop vite, sa voix trop vive, me demandant des nouvelles du travail, de la météo, de tout sauf de ce dont elle venait de discuter. J'avais fait semblant de ne pas remarquer. Elles avaient fait semblant que rien n'allait mal. Maintenant, je me demandais quel papier je n'étais pas censé voir. Je suis retourné à mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur la feuille de calcul pour l'ouvrir à nouveau, plus de lignes, plus de chiffres, plus d'indices que j'avais manqués. Puis un autre souvenir m'a frappé, la visite de Scarlett aux urgences il y a 3 ans. Elle s'était évanouie lors d'une fête tard dans la nuit, et quelqu'un l'avait conduite aux soins d'urgence. Maman m'a appelé paniqué, me demandant si je pouvais descendre parce que Scarlett a besoin de toi. Quand l'hôpital a demandé des informations sur l'assurance, Scarlett a remis ma carte. Je l'avais arrachée, embarrassée, et j'avais payé la facture moi-même juste pour faire sortir tout le monde de la salle d'attente plus vite. Je n'ai jamais demandé comment Scarlett s'était retrouvée avec ma carte. Je n'ai jamais demandé pourquoi maman ne l'avait pas arrêtée. J'étais trop fatigué, trop habitué à réparer les choses. Maintenant, l'épuisement que je ressentais ne venait pas du fait de réparer les choses. Il venait du fait de réaliser combien de choses j'avais laissé passer entre mes doigts en essayant d'être la bonne fille. J'ai ouvert un autre fichier, de vieux courriels que Scarlett m'avait envoyés. Un courriel s'est démarqué, une mauvaise pièce jointe d'il y a 2 ans, un formulaire avec des sections vides, une demande de prêt, la ligne du garant effacée, le curseur clignotant là où un nom aurait dû être. Elle me l'avait envoyé par accident, puis m'avait immédiatement envoyé un texto, « Ignore ça. OMG, mauvais fichier lol. » Elle ne s'était pas trompée. Elle répétait. Mes mains étaient froides. Je les ai frottées ensemble. La pièce semblait trop immobile, comme si la vérité épaississait l'air. Je me suis souvenu de papa aussi, de son silence, pas hostile, pas négligent, juste vaincu, de la façon dont il intervenait seulement pour reculer à nouveau, laissant maman tout orchestrer. Sa signature sur les documents de refinancement que j'ai aidé à payer quand j'avais 22 ans n'avait pas l'air tremblante à l'époque, pas comme la signature dans la ligne signalée de la feuille de calcul, les lettres inclinées, les traits incertains. Ça ne correspondait pas. Je n'étais pas quelqu'un que l'on pouvait facilement tromper avec l'écriture manuscrite. J'avais signé suffisamment de documents pour qu'ils connaissent tous la différence entre la main de quelqu'un et la tentative de quelqu'un. Je me suis assise à nouveau, soudainement épuisé. Le chauffage ronronnait régulièrement. Dehors, la rue était calme, baignée par la lumière d'hiver. À l'intérieur de moi, quelque chose changeait, quelque chose de fragile s'ouvrant, faisant de la place pour une vérité que j'avais refusé de voir. Être stable avait toujours été traité comme un compliment, mais maintenant je voyais ce que c'était, un entraînement. Un entraînement pour rester silencieuse, un entraînement pour porter le poids, un entraînement pour ne pas poser de questions, un entraînement pour être celle qui nettoie le désordre, paie les factures, règle les crises, absorbe les conséquences. J'ai pensé à la voix de Scarlett la dernière fois qu'elle s'en est prise à moi, « Pourquoi est-ce que tu fais toujours de toute une montagne ?» Comme si la responsabilité était un drame, comme si poser des questions était une trahison, comme si j'existais pour maintenir son monde ensemble. Un autre souvenir a refait surface, datant de plusieurs années. Scarlett, 17 ans, sanglotait sur le siège arrière après avoir reculé la voiture de papa dans une boîte aux lettres. Maman s'était inquiétée pour elle, lui disant « Ça va, ma chérie, Maya va s'en occuper. » J'avais conduit la voiture à l'atelier de réparation. J'avais payé la facture. Scarlett ne s'était jamais excusée. Au lieu de cela, elle m'avait embrassé la joue et avait dit « Tu es la meilleure, sérieusement. » Je ne me sentais pas la meilleure maintenant. Je me sentais comme quelqu'un qui avait été joué avec tellement d'expertise que je ne savais plus où mes propres intentions s'arrêtaient et où commençaient leurs attentes. J'ai regardé à nouveau la feuille de calcul. Les chiffres racontaient une histoire. Mes souvenirs remplissaient le reste. J'ai pensé à papa à nouveau, à la façon dont il serrait le bord du comptoir de la cuisine quand il était nerveux, à la façon dont il évitait toujours de me regarder directement quand il était question de finances, à la façon dont il disait « on se débrouille », comme si se débrouiller signifiait cacher des documents dans des tiroirs et espérer que je ne le remarquerais pas avant qu'il ne soit trop tard. Je me demandais s'il avait essayé d'empêcher quoi que ce soit. Je me demandais même s'il savait à quel point ça allait loin.
Une prise de conscience m'a traversé, maman et Scarlett contrôlaient le flux d'informations depuis des années. Elles avaient construit un système entier autour de l'idée de me tenir à l'écart tout en me gardant dans le rôle de réparatrice. Je n'étais pas tout à fait sûr de qui avait falsifié quoi ou qui avait approuvé quoi, mais je savais une chose, la vérité n'était pas un accident. C'était un schéma. Ma poitrine s'est serrée à nouveau, mais cette fois-ci, non pas par peur, mais par compréhension. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement, sentant le poids de 14 années se fondre en une seule pensée, ce n'était pas quelque chose qui s'était produit du jour au lendemain. Ce n'était pas une question de Noël. Ce n'était même pas une question d'argent. Il s'agissait de la façon dont ma famille m'avait entraîné à disparaître derrière mon utilité. Il s'agissait de la façon dont elles avaient réécrit l'histoire de ce que j'étais censé être. Je me suis levé lentement, respirant l'immobilité froide de la pièce. Elle m'avait retiré de Noël, mais bien avant cela, elle m'avait retiré de la vérité. Et maintenant que je pouvais enfin voir cette vérité clairement, je savais aussi autre chose, je n'allais plus les laisser me cacher quoi que ce soit. L'enveloppe n'était pas à l'endroit où je l'avais laissée. Je me tenais dans la cuisine, le tiroir ouvert, fixant l'espace vide où ce rectangle blanc cassé avait été glissé sous une pile de menus de plats à emporter. Pendant un instant, je me suis demandé si je l'avais imaginé, si l'épuisement de ces derniers jours avait déformé mes souvenirs. Mais non, papa me l'avait remis en juin dernier, le faisant glisser sur mon comptoir avec un regard calme, presque solennel. Je ne savais pas comment le lire. Ouvre-le quand tu en auras besoin, avait-il dit. Je n'avais besoin de rien ce jour-là. C'était le cas maintenant. J'ai vérifié les autres tiroirs, puis le panier au-dessus du réfrigérateur, puis l'étagère au-dessus du micro-ondes où je rangeais les chargeurs et les piles de rechange. Rien. Un étrange malaise m'a parcouru l'échine. Qui aurait pu le déplacer? Personne n'était venu dans mon appartement, personne à part moi. Je me suis forcé à ralentir, à respirer et à réfléchir. Papa l'avait posé sur le comptoir. Je l'avais rangé dans ma boîte à papier déclaration d'impôts ancienne, garanties expirées, manuel que je ne lis jamais. J'ai ouvert le placard et tiré la boîte sur le sol. Quelques dossiers ont glissé. Derrière eux, niché au fond comme quelque chose qui se cachait de moi, se trouvait l'enveloppe. Mes mains n'étaient pas fermes quand je les ramassais. Le papier était plus doux que dans mon souvenir, usé sur les bords, comme si le temps l'avait discrètement attaqué. Mon nom était écrit sur le devant de l'enveloppe de la main de papa, soigné mais légèrement tremblant, comme c'était devenu le cas ces dernières années. Maya, juste ça, pas de notes, pas d'indices. Je me suis assise à la table de la salle à manger, l'enveloppe froide contre le bout de mes doigts, et j'ai laissé le poids du moment s'installer. Papa n'était pas un homme qui partageait ses sentiments, encore moins qui les écrivait. S'il avait mis quelque chose par écrit, cela signifiait qu'il ne se faisait pas confiance pour le dire à voix haute, ou peut-être qu'il ne faisait pas confiance à la maison maman, Scarlett pour le laisser dire. J'ai glissé un doigt sous le rabat et l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, il y avait une pile de papiers agrafés ensemble, et un petit mot ligné plié en deux. L'agrafe tremblait légèrement dans mes mains lorsque j'ai soulevé la première page. Relevé bancaire. Les transactions étaient petites au début, $60, $85, $120 épicerie, pharmacie, dépanneur. Puis des retraits plus importants, $800 dans une boutique près de l'appartement de Scarlett, $14 dans un atelier de réparation automobile que je ne reconnaissais pas, un virement de $350 à une boutique que Scarlett taguait sur Instagram. J'ai dégluti difficilement. Mon nom ne figurait sur aucun de ces comptes, mais je savais que mon argent en couvrait indirectement la moitié. Chaque fois que maman venait me dire que les temps étaient durs ce mois-ci, chaque fois que Scarlett avait pleuré à propos d'une mauvaise passe, j'intervenais sans poser de questions. Je supposais que l'argent allait là où elle disait. Ce n'était pas le cas. J'ai continué à feuilleter. Des reçus étaient agrafés aux pages, où des notes de la main de papa apparaissaient dans les marges, minuscules, exiguës, comme s'il les avait écrites tard dans la nuit, craignant que quelqu'un ne les voie, nécessaires pour Scarlett, couvrir jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Janet a dit qu'elle s'en occuperait, puis une phrase entourée 2 fois, « Il ne faut pas que Maya le sache, elle en a déjà fait assez. » Ma gorge me brûlait. J'ai pris la page suivante. C'était un courriel imprimé entre papa et un conseiller financier. La ligne d'objet a fait chuter mon estomac, option de refinancement. J'ai lu. Le conseiller a averti qu'un nouveau refinancement pourrait être risqué. Papa a écrit que le dernier paiement avait été manqué parce que Scarlett avait promis qu'elle s'en occuperait.
Une autre ligne, Janet pense qu'il est préférable de ne pas impliquer Maya, elle a sa propre vie. J'ai serré le papier si fort qu'il s'est froissé autour de mes doigts. Ils se noyaient, et au lieu d'appeler la fille qui avait sauvé leur maison une fois, ils se sont tournés vers la fille qui les avait coulés. J'ai déplié la petite note en dernier. L'écriture de papa remplissait le centre de la page, tremblante mais délibérée. Maya, j'ai fait des erreurs, ta mère aussi. Nous pensions la protéger. Je ne sais pas comment défaire ce qui a été fait. Tu mérites de savoir. S'il te plaît, prends soin de toi. Simple, lourd, un aveu sans détail, des excuses sans remède. Mais le bas de la note contenait une ligne rayée avec force. Il y a autre chose. Demande-moi quand tu seras prête. Le bout de mes doigts a effleuré l'encre. Les mots étaient encore faiblement visibles sous les traits durs du stylo. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que le refinancement, de plus grand que les prêts, de plus grand que la tromperie tissée dans chaque partie de mon histoire financière. J'ai regardé à nouveau la pile de documents. Des schémas ont émergé comme des ecchymoses sous une faible lumière, les dépenses de Scarlett, les excuses de maman, le silence de papa et moi, toujours là, toujours à couvrir, toujours à réparer, toujours la personne stable. Ils comptaient sur moi pour maintenir le sol stable sous leurs pieds alors même qu'ils creusaient les trous plus profondément. Ma poitrine s'est serrée alors qu'un autre souvenir refaisait surface. Papa se tenait dans le garage l'été dernier, mélangeant des enveloppes, l'air épuisé d'une manière qui me faisait peur. J'avais demandé s'il avait besoin d'aide, il avait dit non, il avait insisté. Mais maintenant, en voyant les dates sur ses papiers, je savais qu'il avait menti, ou peut-être qu'il n'avait pas été autorisé à me dire la vérité. J'ai tourné une autre page et me suis figé. Une impression d'une demande de prêt était jointe au dos. Mon nom était tapé dans le coin supérieur, non pas en tant que demandeur, mais en tant que garant. L'espace pour la signature était vide, mais quelqu'un s'était entraîné à copier ma signature dans les marges encore et encore, des variations de mon nom, mes initiales, écrites de traits hésitants qui ne m'appartenaient pas. Mon souffle s'est coupé. Je connaissais cette écriture, c'était celle de Scarlett. Les boucles sur les Y, l'inclinaison irrégulière sur les M, correspondaient à ses notes du lycée, ses listes d'épicerie, la façon dont elle signait son nom sur les cartes d'anniversaire. J'ai mis ma main sur mon front. La pièce me semblait plus petite. Tout ce que j'avais soupçonné au cours des dernières 48 heures s'est soudainement cristallisé en quelque chose d'indéniable. Scarlett n'avait pas seulement été négligente. Elle n'avait pas seulement été irresponsable ou émotive ou dépassée. Elle s'était préparée, testant les limites, s'entraînant, et quelqu'un maman, papa, les deux l'avaient encouragée, l'avaient cachée, avaient amorti les retombées. J'ai rassemblé les papiers en une pile soignée, même si mes mains tremblaient. Je ne pouvais pas me laisser tomber en morceaux, pas encore. Il y avait trop de choses que je ne comprenais pas, trop de choses qui m'avaient été cachées. Les réponses ne se trouvaient pas seulement dans cette enveloppe. Elles étaient dispersées dans les années derrière moi, des années que j'avais passées à résoudre des problèmes sans savoir que j'étais l'un des problèmes qu'ils voulaient résoudre en secret. Je suis resté assis immobile pendant un long moment, laissant la vérité s'installer dans l'espace autour de moi. Le réfrigérateur ronronnait, une portière de voiture s'est refermée à l'extérieur. La vie continuait comme si rien n'avait changé à l'intérieur de mon appartement, comme si rien dans ma famille ne s'était fissuré. J'ai fermé l'enveloppe et me suis levé, laissant son poids reposer dans ma paume. Mes parents avaient protégé quelqu'un pendant toutes ces années, mais ce n'était pas moi, et ce n'était pas eux-mêmes. C'était Scarlett. Et s'ils étaient allés aussi loin pour m'empêcher de voir la vérité, je ne pouvais qu'imaginer jusqu'où les mensonges pouvaient s'étendre. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la neige tomber en spirale silencieuse. Mon reflet me regardait, fatigué, ébranlé, mais soudainement éveillé d'une manière que je ne l'avais pas été depuis des années. Quoi que ce soit cette autre chose que papa avait rayée de sa note, j'allais le trouver, et je n'allais plus les laisser me cacher quoi que ce soit. Je me suis réveillé la veille de Noël bien avant le lever du soleil, cette sorte de matinée où l'on a l'impression d'avoir fait une erreur. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était éveillé depuis 3 heures du matin, repassant chaque ligne des documents de l'enveloppe de papa, chaque signal d'alarme dans mon tableur, chaque souvenir que j'avais adouci pour pouvoir continuer à aimer les personnes qui en étaient la cause. Au moment où la faible lumière du jour s'est infiltrée, j'ai renoncé à dormir et je suis allé dans la cuisine, où le silence était trop fort. J'ai fait du café par habitude plus que par envie. L'odeur a envahi la pièce, chaude et familière, mais je n'ai pas pu me résoudre à prendre une gorgée.
J'ai regardé la vapeur s'échapper de la tasse, pensant au message que maman avait envoyé la veille au soir, ne viens pas à la fête. 3 lignes suffisamment acérées pour trancher des années d'obligations tacites. Cela aurait dû faire plus mal. Au lieu de cela, cela ressemblait à la dernière preuve. Mon ordinateur portable était toujours ouvert sur la table depuis la veille au soir, son écran atténué mais pas éteint. Lorsque j'ai tapé sur les touches, la feuille de calcul s'est rallumée, des rangées interminables de ce que j'avais payé, de ce que j'avais couvert, de ce dont j'avais été responsable sans que personne ne le reconnaisse. Pendant un moment, j'ai simplement regardé les colonnes, laissant la lueur illuminer la cuisine sombre comme une douce lumière d'interrogatoire. Puis mon téléphone a vibré, une notification de messagerie vocale. Numéro inconnu, horodatage d'il y a 2 semaines. Mon estomac s'est serré. J'ai appuyé sur lecture. Une voix d'homme, professionnelle mais chaleureuse, a empli la pièce. Bonjour, ici Tom Reeves de First Capital Credit Union. J'appelle pour Maya Hartman. Je voulais juste confirmer une demande de cosignature soumise le 30 octobre pour une nouvelle ligne de crédit personnel au nom de Scarlett Hartman. Si vous pouviez nous rappeler pour vérifier l'autorisation, nous vous en serions reconnaissants. Il a énuméré un numéro, m'a remercié et a terminé l'appel. Je suis resté figé. Scarlett avait essayé d'ouvrir un prêt avec mon nom associé et n'avait même pas pris la peine de me le dire, pas même un texto, rien. Elle avait simplement soumis mon identité comme une ressource à sa banque comme si elle commandait à emporter. Une lente vague de froid m'a traversé. J'ai relu le message vocal 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Le ton n'a pas changé, mais le sens est devenu plus lourd. La banque avait suspendu la demande uniquement parce qu'elle n'avait pas pu me joindre. Si j'avais décroché un appel indésirable, ou si j'avais répondu sans réfléchir, le prêt serait peut-être déjà actif. Ma signature falsifiée, mon crédit risqué, ma vie traitée comme une clé de rechange qu'elle pouvait prendre sans demander. J'ai rouvert mon courriel et j'ai fouillé dans mon dossier de spam par impulsion. Une série de messages est apparue, le plus ancien datant d'il y a près d'1 an. Merci pour votre demande, veuillez confirmer votre intérêt, dernière tentative de vous joindre concernant votre demande de crédit, tous adressés à moi, tous faisant référence à des demandes que je n'avais jamais soumises. Mes mains tremblaient. Scarlett faisait ça depuis plus longtemps que je ne le pensais. J'ai cliqué sur les courriels, chacun étant une douce trahison enveloppée dans un langage d'entreprise poli. Un message énumérait même le numéro de téléphone de vérification qu'elle avait utilisé mon numéro, mais avec un chiffre différent, une astuce, une solution de contournement. Elle s'était intentionnellement désignée comme le contact joignable afin que les appels ne me parviennent pas. J'ai mis une main sur mon front alors que la réalité s'installait, nette et indéniable. Scarlett n'avait pas utilisé mon nom par accident. Elle n'avait pas mal compris les papiers. Elle n'avait pas paniqué ni commis une erreur ponctuelle. Elle avait planifié cela, elle s'était entraînée, elle avait supposé que je ne le remarquerais jamais. J'ai rouvert la feuille de calcul, en scannant les années de réparation financière que j'avais effectuées pour le paiement de loyer, courses d'épicerie, découverts, factures médicales, réparations dont elle ne voulait pas s'occuper, tant d'urgences qui n'étaient que des moments où personne n'avait envie d'assumer sa responsabilité. Et Scarlett, toujours Scarlett, planait au centre de tout ça, émotionnellement fragile, financièrement imprudente, spirituellement allergique à la responsabilité. J'avais passé des années à absorber les conséquences de ses choix parce que maman disait qu'elle avait besoin d'être protégée. Maintenant, je réalisais que Scarlett n'était pas fragile, elle était privilégiée, le genre de privilège qui prend racine quand une famille l'arrose d'excuses. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber, douce et silencieuse, se posant sur le rebord comme de minuscules confessions blanches. Pendant un bref instant, j'ai ressenti tout et rien à la fois. La veille de Noël signifiait se réveiller tôt, préparer les plats, organiser les trajets en voiture, s'assurer que papa prenait ses médicaments, s'assurer que maman n'oubliait pas les cadeaux, s'assurer que Scarlett ne se laissait pas emporter par une autre crise. Cela signifiait responsabilité, obligation, travail déguisé en amour. Cette année, je n'étais pas invité, et pour la première fois, je n'étais pas désespéré de réparer les choses. J'avais besoin de réponses, pas d'invitation. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro du message vocal. Mon cœur battait fort dans ma poitrine lorsque la ligne a sonné. First Capital Credit Union, ici Alex, a répondu une voix joyeuse. Bonjour, ai-je dit, reprenant mon souffle. J'ai reçu un appel concernant une demande de cosignature à mon nom.
J'aimerais plus d'informations. Bien sûr, un instant. En tapant, en mélangeant des papiers, puis une pause assez longue pour confirmer ma peur. Oui, je vois ça ici, a-t-il dit. Une ligne de crédit personnel soumise par une certaine Scarlett Hartman. Elle a noté que vous étiez en voyage, alors elle nous a donné un autre numéro pour vous joindre. J'ai senti mon estomac se retourner. Avez-vous reçu une signature, ai-je demandé. Nous avons reçu une numérisation, mais pour être honnête, elle ne semblait pas tout à fait cohérente, c'est pourquoi nous avons essayé de vous joindre directement. Mes doigts se sont crispés autour du téléphone. Il a hésité avant d'ajouter à voix basse, vous devriez probablement vérifier votre rapport de crédit, madame. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, la gorge nouée. Scarlett avait falsifié ma signature. La vérité a atterri comme une expiration lente et douloureuse. Ce n'était pas de la maladresse, ce n'était pas de l'immaturité, c'était de la fraude. Je me suis assise sur le bord du canapé, laissant le silence s'étirer. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, la vérité continuait de se former. Scarlett m'avait écarté de Noël, non pas parce qu'elle se sentait mal à l'aise, mais parce qu'elle ne voulait pas que je sois près d'elle lorsque les retombées arriveraient, lorsque la banque appellerait, lorsque la signature falsifiée serait signalée, lorsque maman et papa se rendraient compte qu'elle avait creusé un trou qu'ils ne pourraient pas charmer. Ils avaient besoin de moi hors de la photo, hors de la conversation, hors de la pièce. Scarlett avait toujours supposé que mon silence était son filet de sécurité, mais le silence n'était pas la sécurité, c'était la permission, et je l'accordais depuis bien trop longtemps. Je me suis levé lentement, mon souffle se stabilisant alors qu'une nouvelle clarté s'installait sur moi. Je n'allais pas confronter Scarlett aujourd'hui. Je n'allais pas appeler maman. Je n'allais supplier personne d'expliquer pourquoi il pensait que je méritais d'être utilisé. J'allais me protéger. J'ai pris mes clés, mon manteau et le dossier avec tout la note de papa, l'impression de l'hypothèque, les courriels, la feuille de calcul. En enfilant mes bottes, un nom a fait surface dans mon esprit comme une petite étincelle de mémoire, Nina Gresham, l'avocate dont mon collègue avait parlé, celle qui était spécialisée dans l'exploitation financière et la protection des biens familiaux. J'ai ouvert le tiroir près de la porte et j'ai fouillé dans les vieux papiers jusqu'à ce que je trouve sa carte de visite coincée entre un reçu de nettoyage à sec et un formulaire de garantie. Je l'ai tenue à la lumière. Une note manuscrite au bas de la carte disait « Appelez-moi s'il vous utilise ». La neige continuait de tomber dehors, douce et sans hâte. Demain, je l'appellerai, et pour la première fois de ma vie, je n'appellerai pas pour réparer ma famille. J'appellerai pour me protéger d'elle. Le vent dehors était assez fort pour faire gémir les fenêtres. Quand je me suis réveillé le lendemain de Noël, l'air à l'intérieur de mon appartement était étrangement immobile, comme si le monde retenait son souffle avec moi. Je suis resté allongé là pendant un moment, à regarder le plafond, consciente de la lourdeur dans ma poitrine, mais aussi de quelque chose d'autre, quelque chose de plus calme, la détermination. Pas de nouveaux messages, pas d'excuses, pas même une question demandant si j'allais bien. Bien sûr que non. Ma famille avait passé des années à prétendre que mes sentiments étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je suis sorti du lit, j'ai fait du café que j'ai à peine goûté, et je me suis assise à la table avec la carte de visite que j'avais sortie du tiroir la veille au soir. Le nom imprimé dessus me semblait plus lourd maintenant. Nina Gresham, avocate spécialisée dans la protection des biens financiers et familiaux. En dessous, les lignes manuscrites me regardaient, appelez-moi s'il vous utilise. Quelle phrase facile à écrire pour quelqu'un d'autre. Quel poids de toute une vie ces 5 mots portaient pour moi. J'ai composé le numéro de téléphone, il a sonné 2 fois avant qu'une voix calme et saccadée ne réponde, cabinet d'avocat de Nina Gresham. Ma gorge s'est serrée. Bonjour, je m'appelle Maya Hartman. Je pense que j'ai besoin d'aide. Il y a eu une pause, pas de soupçon, pas d'impatience, juste de l'écoute. Êtes-vous disponible aujourd'hui, ai-je demandé. Venez à 10 heures, a répondu l'assistante. Apportez tous les documents que vous avez. J'ai vérifié l'heure, il était 8h42. Des heures pour rassembler 14 ans. Je me suis déplacé dans mon appartement, tirant des papiers dans une pile, l'enveloppe de papa, les tirages de l'hypothèque, les captures d'écran de ma feuille de calcul, les courriels que Scarlett avait envoyés par erreur, l'enregistrement du message vocal de la caisse de crédit. Chaque élément de preuve ressemblait à une brique que j'avais portée sans le savoir. Lorsque j'ai finalement fermé le dossier à glissière, il m'a semblé presque trop lourd à soulever.
Le trajet en voiture à travers la ville a été calme. La neige d'hier s'était transformée en givre, les rues pâles et glissantes. Je n'arrêtais pas de repenser à ma conversation avec le représentant de la caisse de crédit. Son ton prudent quand il a dit que la signature ne semblait pas cohérente. Cette phrase avait tourné en boucle dans mon esprit toute la nuit. Scarlett avait signé mon nom, Scarlett avait utilisé mes informations, Scarlett avait supposé, espéré, que je ne le découvrirais pas. L'immeuble où se trouvait le bureau de Nina était situé dans une rue latérale près du quartier du Palais de Justice, un ancien bâtiment victorien transformé en bureau. Il était grand, avec des garnitures blanches et de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière hivernale, le genre d'endroit qui donnait l'impression d'avoir trop vu de vérité pour être impressionné par quoi que ce soit. J'ai monté les marches, serrant le dossier contre moi, mon souffle embué par le froid. À l'intérieur, le bureau sentait légèrement le vernis au citron et le papier. Une femme au bureau a levé les yeux, m'a offert un petit sourire entendu et m'a fait signe de m'asseoir. Avant que je puisse le faire, une porte s'est ouverte. Maya, a appelé une voix. Je me suis retourné. Nina était plus petite que je ne l'imaginais, dans la cinquantaine, avec des cheveux foncés striés d'argent et des yeux assez perçants pour couper le verre. Elle ne m'a pas serré la main, elle s'est contentée de faire un geste vers son bureau comme si elle m'attendait depuis des mois, pas depuis quelques minutes. Venez, a-t-elle dit. Parlons. Son bureau était simple, pas de photos de famille, pas de désordre, juste un grand bureau, des lignes épurées et une lampe diffusant une douce lumière sur la surface. Dites-moi ce qui vous amène ici, a-t-elle dit. Pour la première fois depuis des jours, j'ai expiré sans avoir l'impression que j'allais me briser. Je lui ai tout raconté, le message de Noël, le message vocal de la banque, la demande de crédit falsifiée, l'enveloppe de mon père, le refinancement, les factures, le schéma, le silence, l'attente, l'épuisement. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, ma voix est restée stable, non pas parce que je n'avais pas mal, mais parce que la douleur s'était calcifiée en vérité. Nina a écouté sans interrompre, ses doigts reposant légèrement sur un stylo qu'elle n'a jamais utilisé. Lorsque j'ai terminé, elle a hoché la tête une fois, pas de surprise, mais de reconnaissance. Ce que vous décrivez, a-t-elle dit, n'est pas un malentendu. C'est de l'exploitation financière et émotionnelle systémique. Mon souffle s'est coupé. Exploitation systémique, des mots que je ne m'étais jamais permis d'envisager. Vous avez agi comme une aide financière, a-t-elle continué, non rémunérée, non reconnue et probablement manipulée pour garder le silence. Votre famille a appris que vous ne diriez pas non, alors elle a cessé de vous donner des chances de le dire. J'ai dégluti difficilement. Ce n'est pas de votre faute, a-t-elle ajouté. Quelque chose à l'intérieur de moi a cédé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un, n'importe qui, dise ça. Nina a pris le dossier que j'avais placé sur son bureau. Elle n'a pas précipité les choses, elle a étalé les documents en rangées nettes, parcourant chaque page, ses yeux perçants et illisibles relevés hypothécaires, retrait bancaire, la signature falsifiée, les notes griffonnées de Scarlett, l'enveloppe de papa. Elle a tapé légèrement sur un papier. Ici, a-t-elle dit. C'est illégal. Son doigt s'est déplacé vers un autre. Ça aussi. Puis un autre. Et celui-ci est coercitif. Je l'ai regardé, sentant quelque chose changer, la peur se transformant en validation, la confusion se transformant en certitude. Après plusieurs minutes, elle s'est penchée en arrière. Vous avez besoin de protection, a-t-elle dit, légale, financière et émotionnelle. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous allons commencer par créer une structure qu'ils ne pourront pas saper, a-t-elle dit, une fiducie privée. Vous achetez la maison, mais vos parents conservent des droits de résidence à vie. Ils ne peuvent pas refinancer, ils ne peuvent pas emprunter sur elle, ils ne peuvent plus ajouter votre nom à quoi que ce soit. Et votre sœur. Elle s'est arrêtée. Votre sœur n'a accès à rien. J'ai expiré lentement. C'était la première fois que quelqu'un disait à voix haute ce que je commençais à ressentir mais que je n'osais pas exprimer. Et les dettes, ai-je demandé, si vous choisissez de les payer, dit-elle. Nous documentons chaque transaction, signée, notariée, sans ambiguïté, sans culpabilité exercée contre vous plus tard. Je la fixais, stupéfaite de la simplicité avec laquelle elle le faisait paraître simple, pas facile, mais clair. Qu'en est-il de la demande de prêt, demandai-je doucement. Nous mettrons une alerte de fraude sur votre crédit auprès des 3 bureaux et un gel. Personne, pas même vous,
ne peut ouvrir un nouveau crédit sans le débloquer d'abord. Un gel, une barrière littérale entre mon identité et l'accès de ma famille à celle-ci. Puis elle dit quelque chose qui ressembla à une porte s'ouvrant en moi, vous avez passé toute votre vie à leur faire de la place. Il est temps de vous en faire pour vous-même. Je clignai des yeux, ne me faisant pas confiance pour répondre. Nina croisa les mains. Nous commençons aujourd'hui, dit-elle. Maintenant. Elle fit glisser 3 formulaires vers moi, gel de crédit, alerte de fraude, lancement de la fiducie. Je les signai un par un, chaque signature ressemblant moins à un gribouillis qu'à une réclamation. Quand j'eus terminé, Nina rassembla tout dans un seul dossier. Vous n'êtes plus seul, dit-elle. Ces mots faillirent me briser. Je la remerciai, même si le mot me semblait trop petit pour ce qu'elle avait fait. Dehors, le froid me frappa immédiatement, le genre de froid qui me piquait les yeux. Mais pour la première fois, le froid ne me parut pas pesant. Il me parut clarificateur. Dans la voiture, mon téléphone vibra, un autre message vocal de maman, sa voix aiguë, sur la défensive, accusatrice. Je n'écoutais pas tout. Je le supprimais. Je me suis rassise sur le siège du conducteur et fermai les yeux. Demain, le vrai travail commencerait, réunion, signature, limite, conséquences. Mais ce soir, pour la première fois, je ressentis quelque chose qui ressemblait à la paix. Je n'étais plus la personne stable. C'était moi qui fixais les conditions. Le trajet de Colorado Springs à Missouri me parut plus long que d'habitude, comme si les routes hivernales s'étiraient juste pour me faire accepter tout ce que je savais maintenant. Le givre s'accrochait au bord du pare-brise, le ciel d'un argent terne qui rendait le monde entier fatigué. Mes mains restèrent fermement serrées autour du volant, peu importe combien de fois je me disais de me détendre. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de confrontation, pas de selle bruyante. Il s'agissait de vérité, de enfin tout mettre sur la table sans laisser de place aux excuses ou à la culpabilité. Quand j'ai tourné dans la rue de mes parents, les maisons familières me sont apparues petites et usées, comme si elles avaient rétréci en mon absence. Le vieux érable devant leur jardin avait perdu la plupart de ses feuilles, ses branches dénudées et squelettiques se dressant contre le ciel. La porte du garage était entr'ouverte de quelques centimètres. À travers la fente, j'ai vu mon père debout, regardant fixement une pile de papier dans ses mains, comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Le voir ainsi, toujours frêle, sans le vouloir, m'envoya une étrange douleur dans la poitrine. Il leva les yeux quand ma voiture s'engagea dans l'allée, mais il ne fit pas signe. Il se contenta de regarder, l'expression indéchiffrable. Maman ouvrit la porte avant même que j'aie atteint les marches, s'essuyant les mains sur un torchon, bien que rien dans la cuisine ne sentait qu'on y avait cuisiné. Son sourire était rapide, trop rapide, celui qu'elle utilisait quand elle voulait que quelque chose ait l'air normal. « Maya, dit-elle, touchant légèrement mon bras. Nous sommes heureux que tu sois là. » C'était le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait me distraire quand j'étais enfant, trop chaleureux, trop répété. Je la dépassai, sentant l'encombrement familier se presser de tous les côtés, papier, prospectus, enveloppe non ouverte, des années de chaos déguisé en vie quotidienne. « Où est Scarlett ?» demandai-je. « Sortie », dit maman immédiatement. « Cours de yoga, bien sûr. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, on frappa à la porte. Maman se raidit. Papa sortit du garage, s'essuyant les mains sur sa veste. On frappa à nouveau, fermement, calmement. Nina. Le visage de maman pâlit, la confusion se transformant en quelque chose de plus ferme. Pourquoi y a-t-il une avocate ici? Elle est là pour moi, dis-je, gardant ma voix stable, et pour vous. Maman cligna rapidement des yeux. C'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'avocat dans notre maison. Papa ne dit rien, mais je vis la façon dont sa mâchoire se tendit. Nina entra sans attendre d'invitation. Elle était polie, posée, mais sa présence emplit la pièce comme une alarme silencieuse. Son notaire la suivit, portant une petite mallette. « Bonjour, dit Nina. Asseyons-nous. » Le salon sembla plus petit alors que tout le monde s'installait. Maman se percha sur le bord du canapé, les doigts noués sur ses genoux. Papa s'assit lourdement dans son fauteuil inclinable, les yeux quelque part entre moi et le sol. Nina plaça un dossier sur la table basse, étalant les documents comme elle l'avait fait dans son bureau, méthodiquement, avec un but. « Je suis ici, » commença Nina, parce qu'il y a des questions de stabilité financière et de protection des actifs qui nécessitent une attention immédiate.
La tête de maman se releva brusquement. Ce n'est pas nécessaire. Scarlett, a-t-elle dit, s'en occupait. Nina dit uniformément, a été impliquée dans des activités qui mettent ce foyer en danger. Le visage de maman rougit. De quoi parlez-vous? Nina avança le relevé de refinancement. Votre hypothèque est en retard. La respiration de maman se coupa. Papa fixa le tapis avec plus d'intensité. C'est privé, murmura maman. C'est devenu dangereux lorsque des signatures ont été falsifiées, dit Nina. Papa tressaillit légèrement, comme frappé par un son que lui seul pouvait entendre. Maman secoua la tête. Nous ne voulions pas l'inquiéter. Maya a sa propre vie. Elle a toujours eu plus que. Maman, dis-je, ma voix ferme mais calme. J'ai sauvé cette maison une fois déjà. On aurait dû me le dire avant que vous ne refinanciez à nouveau, avant que des paiements ne soient manqués. Maman se tourna vers moi, les yeux humides et grands ouverts. Nous essayons de ne pas t'accabler. Scarlett a dit qu'elle pouvait s'en occuper, dit-elle. Elle ne l'a pas fait, dis-je. Elle n'a pas pu, dis-je. Le silence envahit la pièce. Nina fit glisser un autre document, la demande de crédit avec ma signature falsifiée. Maman se couvrit la bouche. Papa laissa échapper un son entre un gémissement et un soupir, quelque chose de profond et fatigué. Il s'agit d'une usurpation d'identité, dit Nina. Votre fille a tenté d'utiliser le crédit de Maya sans son consentement. C'est une infraction légale grave. Maman déglutit difficilement. Ce n'était pas censé être illégal. Scarlett était juste dépassée. Elle a dit que Maya s'occupait toujours d'elle, dit-elle. Que j'aiderais, finis-je pour elle, que je le ferai toujours. Papa leva finalement les yeux. Ils étaient rouges. Elle nous a dit que tu n'avais pas besoin de le savoir, murmura-t-il. Elle a dit que ça ne ferait que t'énerver. Papa, dis-je doucement, tu aurais dû me le dire. Son visage s'affaissa, pas bruyamment, juste assez pour que je sente quelque chose se déchirer en moi. Nina attendit que le silence s'installe avant de faire glisser un dernier document sur la table. Voici l'accord de fiducie, dit-elle. Maya achète votre maison sous une fiducie privée. Vous conserverez des droits de résidence à vie, mais vous ne pourrez plus refinancer, emprunter sur elle ni utiliser la propriété comme garantie. Maman cligna des yeux. Notre maison lui appartient maintenant? Elle l'a toujours été, dis-je doucement. Je l'ai sauvée une fois. Cette fois, je la protège. Maman prit le papier avec des mains tremblantes. Papa fixa la deuxième page, les doigts planant au-dessus de la ligne de signature. Qu'est-ce que cela signifie pour Scarlett, demanda-t-il, sa voix à peine audible. Cela signifie, dit Nina, qu'elle ne peut pas accéder à cet actif, et elle ne peut pas utiliser les informations de Maya pour soutenir son style de vie. Maman tressaillit. Elle n'aimera pas ça, murmura-t-elle. Elle n'a pas à le faire, répondis-je. Elle doit juste arrêter. Nina leur tendit des stylos. Mes parents échangèrent un long regard, la peur, la culpabilité, la résignation se fondant en quelque chose de plus lourd. Puis papa leva le stylo, expirant comme si l'acte lui-même lui coûtait de la force. Maman le regarda et murmura, « Est-ce que nous faisons la bonne chose ?» Papa hocha la tête, bien que sa main tremblât. C'est la seule chose qu'il nous reste à faire. Il signa. Maman suivit, les larmes coulant sur ses joues. Le notaire tamponna les pages, le son net et final comme un coup de marteau. Pendant un moment, personne ne parla. Puis maman s'essuya le visage et dit, à peine audible, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Je croisai son regard. Non, dis-je. Je ne l'étais pas, elle baissa les yeux. Je me levai, sentant le poids dans la pièce changer. La maison était la même, mais tout à l'intérieur avait changé. Nina ramassa les documents, les rangea dans sa mallette et me fit signe de la suivre. Quand je sortis, le vent d'hiver me frappa comme un signal d'alarme, net, vif, honnête. Derrière moi, à travers les murs fins de la maison, j'entendis la voix de maman, basse, urgente, effrayée. Elle est vraiment allée jusqu'au bout. Je t'avais dit qu'elle n'hésiterait pas, la réponse de papa fut plus douce, mais j'entendis quand même les mots, nous ne pouvons pas continuer à lui faire ça. Je descendis l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent, mais pour la première fois de ma vie, je ne m'éloignais pas pour maintenir la paix. Je m'éloignais parce que la vérité avait enfin un endroit où se tenir. Scarlett arriva 1 heure après le coucher du soleil,
martelant la porte de mon appartement avec une force telle que les charnières tremblèrent, 3 coups secs, parfaitement espacés, parfaitement intentionnels, ceux qui me disaient qu'elle les avait répétés en montant. Je venais de m'asseoir avec une couverture et une tasse de thé, espérant une soirée tranquille après le chaos avec mes parents. L'univers avait apparemment d'autres plans. Je restai figé un instant, l'écho de ses coups se répandant dans la pièce comme un avertissement. Quand je m'approchai finalement de la porte et regardai à travers le Judas, ma respiration se coupa. Elle était trempée par la bruine hivernale, du mascara coulant sur ses joues, les cheveux frisottant et collés à sa peau. Mais elle ne pleurait pas de tristesse, ça, je le savais. C'était de la rage déguisée en chagrin d'amour. J'ouvris la porte de quelques centimètres. Elle n'attendit pas. Elle la poussa plus largement et entra comme si elle avait tous les droits d'être là. « Tu viens de tout gâcher, dit-elle, sa voix tremblant de l'effort de se retenir. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille ? Je ne bougeais pas. J'ai fait ce qui devait être fait. Scarlett rit, un son aigu, sans humour. Devait ? Vraiment ? Tu nous as embarrassés. Tu as embarrassé maman et papa. Ils ne peuvent même plus te regarder après ce que tu as fait. Je laissai échapper une lente respiration. Scarlett, ils ont signé parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils étaient en train de se noyer. Elle lança un regard noir. Parce que tu as fait en sorte que ça ait l'air comme ça. Tu as fait en sorte que ça ait l'air pire que ça ne l'était. Je reculai pour qu'elle puisse faire les 100 pas, sachant qu'elle le ferait de toute façon. Elle avait toujours besoin d'espace quand elle était en spirale, et elle a toujours supposé que le monde devait s'étendre pour l'accommoder. Elle commença à gesticuler sauvagement. Maman m'a appelé en sanglotant, disant que tu t'étais pointé avec un avocat comme si nous étions des criminels, comme si nous étions stupides. Tu as falsifié ma signature, dis-je calmement. Scarlett se figea. Puis elle se tourna, les sourcils se fronçant comme si elle ne pouvait pas croire que je mentionnerais cela, comme si c'était la partie impolie de cette conversation. Pourquoi fouilles-tu même dans mes affaires, grognatait-elle. Pourquoi essaies-tu de me faire mal paraître ? Tu as utilisé mon identité pour demander un prêt. Elle leva les yeux au ciel et laissa échapper un ricanement. Je pensais qu'il ne t'appellerait pas. Il n'était pas censé le faire. C'était juste censé se faire. Mon rythme cardiaque ralentit jusqu'à un froid grondement. Alors tu l'admets ? Scarlett croisa les bras, déplaçant son poids d'un pied à l'autre comme une enfant prise en train de mentir mais toujours déterminée à gagner la discussion. Tu dramatises toujours les choses. Ce n'était pas une fraude. C'était un raccourci. J'allais le rembourser. Scarlett, tu as écrit mon nom sur une demande de prêt. Qu'est-ce que tu penses que c'est ? Elle ne répondit pas, sa mâchoire serrée, ses yeux errant dans la pièce comme si elle pouvait trouver une version de la réalité qui lui convienne mieux. J'avais dit à maman que tu réagirais de façon excessive, marmonna-t-elle. Cette phrase me frappa comme une gifle. Elle a dit que tu aiderais, ajouta Scarlett. Elle a dit que tu le fais toujours. Je sentis quelque chose dans ma poitrine se déplacer, pas se briser. Se briser implique que c'était entier au début. Non, quelque chose se déverrouilla, quelque chose d'interne cessa de faire semblant. J'attrapai le dossier que j'avais placé délibérément sur la table d'entrée avant son arrivée. Je savais quelque part à l'intérieur qu'elle viendrait. Je l'ouvris et en sortis la demande de prêt avec la tentative de signature. Est-ce ça, ton raccourci ? Scarlett regarda la page, l'imitation irrégulière de mon nom, et la couleur quitta son visage. Pendant un moment, elle parut petite, comme si elle voulait se rétrécir pour redevenir la version d'elle-même qu'elle utilisait comme bouclier. Mais alors son menton se leva avec une bravade habituée. Maman a dit que ce serait bon. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas, je la fixai. Ça me dérange. Ses yeux clignèrent, surprise, puis insulte. Alors quoi ? Tu nous punis maintenant ? Tu me punis ? Tu as pris la maison. Tu as piégé maman et papa avec ces règles stupides. Tu m'as complètement exclu. Je les ai protégés, dis-je. Je me suis protégé. La lèvre de Scarlett trembla, mais ce n'était pas de chagrin. C'était de la frustration, celle qu'elle utilisait pour masquer la vérité. Tu penses être si parfaite, siffla-t-elle. Tu penses être l'héroïne, mais tu as gâché Noël, et tu as fait pleurer maman pendant des heures. Une petite partie cruelle de moi se demanda si maman avait pleuré parce qu'elle avait perdu l'accès à mon compte bancaire.
Scarlett s'approcha. Si tu annules la fiducie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire comme si ça ne s'était pas produit. Personne n'a besoin de savoir que tu es devenue folle et que tu as tout légalisé. Je la fixai. Je ne suis pas devenue folle. Je suis devenue claire. Elle cligna des yeux, ne comprenant pas, tu ne veux pas d'une sœur, dis-je, ma voix stable. Tu veux un accès. Elle prit une inspiration brusque. Comment oses-tu? Tu as falsifié ma signature, Scarlett. Ce n'est pas, tu as volé mes informations. Ce n'était pas comme ça. Tu as menti à maman et papa. Elle ferma la bouche d'un coup sec, la fureur élargissant ses yeux. Tu as fait en sorte qu'on me chasse de Noël pour que je ne sois pas là quand la banque appellerait, dis-je. Admets-le. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée si fort qu'un muscle sauta sur sa joue. Son silence était plus honnête que tout ce qu'elle avait dit de toute la soirée. Une seule larme coula sur sa joue, mais même cela me parut utilisé comme une arme. Maman ne te pardonnera jamais pour ça. Je sentis les mots plutôt que de les entendre, une menace fatiguée, prévisible, que maman utilisait depuis des années, que Scarlett avait grandi en imitant. Je ne lui demande pas de le faire, dis-je doucement. Scarlett frotta sa manche sur ses yeux, faisant à nouveau les 100 pas. Puis elle s'arrêta à la porte, agrippant la poignée comme si elle avait besoin de quelque chose de solide avant que son monde ne s'effondre. Tu penses être libre maintenant, cracha-t-elle. Tu penses que nous exclure te rend forte? Je n'élevai pas la voix. Je ne me dirigeai pas vers elle. Je n'expliquai rien. Je dis simplement, je comprends enfin où se trouve la porte. Elle me fixa pendant une longue seconde, les yeux brûlants. Puis elle ouvrit brusquement la porte. La lumière du couloir l'encadra lorsqu'elle sortit, laissant des empreintes de pas mouillées sur le sol. Joyeux Noël, Maya, dit-elle amèrement, et claqua la porte derrière elle. L'écho fit trembler l'air. Je restai dans le calme qui suivit, le genre de calme qui n'était pas vide mais propre, frais, différent. Scarlett était partie, mais les dégâts qu'elle avait causés, la vérité qu'elle avait révélée, continuaient de se répandre dans tous les coins de ma vie. Et le prochain appel que je reçus ne venait pas d'elle. Il venait d'un homme disant qu'il avait trouvé une boîte avec mon nom dessus, une boîte remplie de choses que Scarlett ne voulait pas que je voie. L'appel arriva juste après 9 heures le lendemain matin, juste au moment où j'essayais de me convaincre de manger quelque chose. Le téléphone vibra sur le comptoir, l'écran s'allumant avec un numéro inconnu du Missouri. Pendant une seconde, j'envisageais de le laisser aller à la messagerie vocale. Chaque appel du Missouri ces derniers temps avait apporté une nouvelle variante de déception, mais quelque chose me tira, alors je décrochai. « Est-ce Maya Hartman » demanda une voix grave. « Oui » dis-je lentement. « Ici Tom. Je gère l'entrepôt de stockage de Fairview Street. Nous avons dégagé un box laissé après un nettoyage de propriété. Je crois que nous avons trouvé quelque chose avec votre nom dessus. » Mon rythme cardiaque s'arrêta net. « Mon nom ? » ?»« Oui, madame. » Écrit sur le côté d'une boîte. Je me suis dit que vous voudriez peut-être jeter un coup d'œil avant que nous ne jetions quoi que ce soit. Un frisson me parcourut la nuque. Qui a loué le box ? Il appartient aux anciens propriétaires, dit-il. Un couple du nom de Hartman. Mes parents. J'attrapai mon manteau avant même que l'appel ne se termine. Le trajet jusqu'à Fairview Street me donna l'impression de m'enfoncer plus profondément dans une histoire que je n'avais pas l'intention de découvrir. L'entrepôt se trouvait derrière une clôture en grillage, des rangées de portes métalliques pâles s'étendant sur une chaussée fissurée. Tom, un homme dans la soixantaine avec une chemise en dénime et des yeux fatigués, me rencontra à l'entrée et me guida à travers les allées. Ce box a été vidé la semaine dernière, dit-il pendant que nous marchions. Vos parents nous ont dit que la plupart étaient des déchets. Bien sûr, ils l'ont fait. Il s'arrêta devant un petit box ouvert. À l'intérieur, une seule boîte en carton était posée sur une table pliante, les coins mous à cause de l'âge. Mon nom de famille était inscrit sur le dessus avec un marqueur noir épais, Maya H. Je ne me souvenais pas avoir emballé quelque chose comme ça. Je ne me souvenais pas avoir jamais stocké quoi que ce soit ici, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait écrit mon nom. Tom croisa les bras. Je ne l'ai pas ouverte, dit-il. J'ai pensé que vous devriez le faire. Mes doigts tremblèrent lorsque je soulevai le couvercle. Des papiers. Pas des photos, pas des décorations de fête, pas des souvenirs oubliés, des papiers, des dossiers, des reçus,
des relevés, des feuilles volantes, des cahiers à spirale, tous pêle-mêle comme si quelqu'un avait essayé de les cacher à la hâte. La première pile que je sortis était un paquet de reçus, boutiques, salons, épiceries, presque tous des endroits près de l'appartement de Scarlett. Des frais que je ne reconnaissais pas. Certains correspondaient à des entrées dans ma feuille de calcul, d'autres non. Puis je trouvais quelque chose de pire, une demande de prêt à moitié remplie, la partie supérieure remplie de l'écriture de Scarlett, ses lettres en forme de bulles étant indubitables. La section garant avait mon email, mon ancien numéro de téléphone et mon ancienne adresse. La ligne de signature était vierge, mais les marges étaient remplies de tentatives tremblantes de mon nom, des signatures d'entraînement, des dizaines d'entre elles. Mon estomac se tordit. Je plongeai plus profondément dans la boîte et sortis un cahier à spirale avec une couverture bleue. La première page était intitulée « Budget 2021-2023 ». À l'intérieur, il y avait des listes des dettes de Scarlett, des soldes de cartes de crédit, des dates d'échéance. À côté de plusieurs entrées, elle avait écrit « Demandez à maman si Maya peut t'aider, utilisez le crédit de Maya, elle ne dira pas non si c'est pour eux. » Pas Scarlett. Utilisant mon nom au nom de la famille, comme si mon identité était une ressource domestique. Mes yeux picotèrent avec la chaleur, mais je continuai à tourner les pages, plus de gribouillis, des notes sur les factures qu'elle prévoyait de reporter, un rappel d'appeler la banque, une ligne qui m'arrêta net, tenir Maya à l'écart jusqu'à ce que les choses se tassent. Je déglutis difficilement. Le cahier glissa dans mes mains. Je ramassai une autre pile de papier, celle-ci dans une pile plus soignée. L'écriture de ma mère sur la première page, liste des factures que Maya peut couvrir si nécessaire. Scarlett est contrariée. Évitez de parler de finances. Maya paiera discrètement. Ne pas la stresser. Je sentais l'air quitter mes poumons. Ma mère avait écrit une liste concrète des responsabilités que j'allais absorber, comme si j'étais un plan de sécurité, comme si j'étais une institution. J'ai continué à lire quand même quand ça faisait mal. Vers le bas, il y avait une photocopie de mon permis de conduire. Derrière, des photocopies de formulaires avec mes informations dans les champs des demandes qui avaient été commencées mais pas soumises, ou peut-être qu'elles avaient été soumises et rejetées. Puis une feuille volante de papier à lettres avec l'écriture de Scarlett à nouveau, mais cette fois les lettres étaient précipitées, irrégulières, achète un nouveau téléphone. Le numéro de Maya risque d'être signalé bientôt. Signalé parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait était illégal, parce qu'elle savait que les tentatives d'emprunt la rattrapaient, parce qu'elle prévoyait d'essayer à nouveau. Mes mains étaient froides, presque engourdies. Tom s'est déplacé maladroitement à proximité. Je ne voulais pas fouiner, dit-il doucement. Je pensais juste que quelqu'un devait te le donner. Il y avait un homme ici la semaine dernière qui le cherchait, mais il n'a pas laissé de numéro. Je me suis redressé. Un homme ? Tom a acquiescé. Plus jeune, veste sombre, vraiment agité. Il nous a dit de ne rien jeter, il a dit que la boîte pouvait tout gâcher. Un frisson froid s'est répandu dans ma colonne vertébrale. Scarlett n'avait pas de petit ami, du moins pas que je sache du moins, pas un que maman ait mentionné mais elle mentait facilement, fréquemment. A-t-il dit qui il était ? J'ai demandé. Pas de nom, dit Tom, il s'est juste précipité quand je lui ai dit que nous n'étions pas autorisés à donner quoi que ce soit sans une pièce d'identité appropriée. Pendant un instant, tout ce que j'ai pu faire a été de saisir les bords de la boîte pour me stabiliser. Quelqu'un d'autre savait que cette boîte existait. Quelqu'un d'autre s'inquiétait de ce qu'elle contenait. Quelqu'un d'autre essayait de s'assurer que je ne la vois pas. J'ai rassemblé les papiers dans la boîte, bien que mes mains tremblaient encore trop pour les empiler proprement. Lorsque le couvercle a finalement glissé en place, j'ai senti une étrange stabilité creuse s'installer dans mes côtes. Il ne s'agissait plus de paiement manqué. Il ne s'agissait plus du fait que Scarlett était irresponsable. Il ne s'agissait même pas de Noël. Il s'agissait d'années de choix cachés, de choix calculés faits dans mon dos. Il s'agissait d'un schéma conçu pour me maintenir dans l'ignorance et maintenir Scarlett à flot. Il s'agissait d'un système familial qui comptait sur mon silence. Tom m'a accompagné jusqu'à la voiture. Il m'a aidé à soulever la boîte dans le coffre et à essuyer ses paumes sur son jean. Parfois, les choses que les gens essaient le plus de cacher sont celles qui ont le plus besoin de lumière, dit-il doucement. Ces mots ont résonné plus profondément qu'il ne le pensait probablement. Je l'ai remercié, j'ai fermé le coffre et je suis monté dans la voiture. L'air froid a mordu l'intérieur de mes poumons lorsque j'ai expiré. La boîte derrière moi pesait sur tout le véhicule,
entraînant toutes mes années de complaisance silencieuse dans le présent, où elles exigeaient enfin de l'attention. Alors que je sortais du parking, la neige a recommencé à tomber douce, silencieuse, implacable. Tout ce que j'avais besoin de voir était dans cette boîte, et la première personne à qui j'allais la montrer était Nina. La boîte était assise sur le siège passager comme un être vivant, plus lourde que du carton n'avait le droit de l'être. Je me suis garé sur le parking vide d'une épicerie à 2 miles du bureau de Nina et j'ai coupé le moteur, laissant le silence m'engloutir. Mes mains tremblaient encore à cause de l'entrepôt, des mots de Tom, de la vue de mon nom écrit sur des demandes que je n'avais jamais vues, jamais acceptées, jamais signées. Le chauffage a cliqué doucement. Dehors, la neige dérivait en spirale paresseuse, s'accumulant sur le pare-brise en fines couches. J'ai reposé mon front contre le volant, inspirant par le nez, expirant par la bouche comme je le faisais quand les crises de Scarlett consumaient des pièces entières. Sauf que cette fois, c'était la vérité qui me consumait. Un morceau de papier s'était glissé de la boîte lorsque je l'ai sorti de l'entrepôt. Il était posé sur le siège à côté de moi, l'écriture irrégulière de Scarlett, utilise le crédit de Maya. Elle ne dira pas non. Cette seule ligne a creusé quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'étais pas une sœur pour elle. J'étais une ressource, quelqu'un à qui emprunter, prendre, drainer sans conséquence. J'ai ramassé la page et l'ai remise dans la boîte. Je ne pouvais plus rester assise ici. Nina devait tout voir. Le trajet jusqu'à son bureau m'a semblé irréel, mon esprit rejouant des scènes d'années dont je n'avais pas réalisé qu'elles étaient des signes avant-coureurs, Scarlett me tendant ma propre carte de crédit avec un sourire narquois, maman insistant pour dire qu'elle s'en occupait pendant que je payais une autre facture, papa disant « Ne t'inquiète pas maman, elle est déjà assez stressée ». Combien de fois m'avait-il éloigné de la vérité? Combien de fois avais-je obéi parce que je les aimais? Quand je me suis arrêté devant l'immeuble de bureau victorien, Nina était déjà à la porte comme si elle m'attendait. Elle n'a pas fait signe, elle a simplement acquiescé une fois, calme et stable. « Tu l'as apporté » dit-elle quand je suis entré, ses yeux se posant sur la boîte. « C'est pire que je ne le pensais » ai-je murmuré. « Je m'y attendais » répondit-elle. Elle m'a conduit directement à la salle de conférence. La longue table en bois brillait sous une douce lumière. J'ai posé la boîte, le bruit sourd résonnant sur le haut plafond. Nina a sorti une paire de lunettes et m'a fait signe de m'asseoir. Voyons ce qu'il te cache. Mes mains ont plané au-dessus du couvercle pendant un instant. L'ouvrir ici, c'était comme faire tomber le dernier rideau, exposant toute la manipulation de ma famille, ma propre complicité, toutes les façons dont j'avais été aveugle par choix ou par épuisement. Mais je l'ai ouvert quand même. Des papiers se sont répandus, des reçus, des relevés, des cahiers, des demandes. Nina a commencé à trier en silence. Elle a formé 3 piles avec une précision chirurgicale. Abus financier, dit-elle en tapotant la première pile, des reçus, des retraits, des transactions qui n'avaient aucun sens pour un ménage prétendument à court d'argent. Usurpation d'identité, ajouta-t-elle, en posant sa main sur la deuxième, des demandes de prêt, la photocopie de mon permis de conduire, des signatures d'entraînement, mon adresse email griffonnée dans l'écriture de Scarlett. Et des schémas de manipulation, termina-t-elle, en faisant glisser les cahiers de côté les listes que maman faisait, les notes que Scarlett écrivait, les rappels pour me tenir dans l'ignorance. Elle a tapoté la 3e pile avec son stylo. C'est la partie que les gens sous-estiment le plus. J'ai avalé ma salive. La partie émotionnelle? Elle a acquiescé. La manipulation est le fondement de tous les cas d'exploitation financière que j'ai jamais traités. Et ça, elle a ramassé le cahier où Scarlett avait écrit « Ne le dis pas à Maya avant les vacances » est un plan. Je me sentais malade. Une respiration tremblante s'est échappée de ma poitrine. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nina n'a pas répondu immédiatement. Elle a ramassé la photocopie de mon permis de conduire, étudiant la légère courbure dans le coin laminé. Ça n'a pas été trouvé par accident. Quelqu'un a mis ça dans cet entrepôt. Elle a sélectionné les signatures d'entraînement. Elle se préparait. J'ai pressé mes paumes contre mes cuisses. Je sais. Puis Nina a regardé la demande de prêt avec mes informations griffonnées, et son expression s'est durcie. C'est suffisant pour déposer un rapport de police. La pièce a légèrement basculé. Les mots « rapport de police » ont résonné d'une voix qui aurait pu être la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. J'ai imaginé Scarlett me noter, maman pleurant et me blâmant, papa détournant le regard comme il le faisait toujours quand il ne pouvait pas supporter la vérité. Je ne suis pas prête à faire ça, ai-je dit, pas encore.
Nina a acquiescé. Mais nous allons te protéger, que tu déposes une plainte ou non. Elle a pris une pile de formulaires dans sa mallette. C'est le plan de gel. Nous verrouillons tous les moyens que ta famille a utilisés pour siphonner ta vie. J'ai regardé la pile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après aujourd'hui, ils ne peuvent pas emprunter sur ton nom, ils ne peuvent pas ouvrir de crédit, ils ne peuvent pas refinancer en utilisant tes informations. Ils ne peuvent pas accéder à tes comptes financiers. Pas un pouce de ton identité ne leur sera accessible. Sa voix était calme, pas froide, pas en colère, juste factuelle, inébranlable. J'ai acquiescé lentement. Dis-moi quoi signer. Nous avons passé la demi-heure suivante à tout examiner, une alerte à la fraude auprès des 3 bureaux de crédit, un gel complet du crédit, une demande de documentation pour chaque tentative de tirage de crédit effectuée au cours des 12 derniers mois. Puis Nina a ouvert un dossier intitulé « Avenant de fiducie ». La maison de tes parents sera scellée, dit-elle. Pas de nouvelles charges, pas de refinancement, aucun accès accordé à quiconque, à l'exception du fiduciaire indépendant que nous nommons aujourd'hui. Mon estomac s'est retourné. Scarlett ne pourra pas y toucher? Elle ne pourra pas respirer près de lui, dit Nina simplement. Et si elle essaie, la fiducie se verrouille automatiquement. Pendant un instant, je suis resté assise là, laissant ces mots s'installer autour de moi comme un bouclier. Nina a fait glisser l'avenant vers moi. Signe ici. Au moment où j'avais signé le dernier document, 10 pages plus tard, ma main tremblait non pas de peur, mais de la sensation inhabituelle de prendre le contrôle. Tu reprends ta vie, dit Nina en me regardant attentivement. C'est à ça que ça ressemble. J'ai expiré lentement. C'est bizarre. Ça deviendra plus facile, répondit-elle. Les limites semblent toujours mauvaises aux personnes qui ont été formées à les ignorer. Ces mots ont résonné profondément. Maintenant, dit-elle en se penchant en arrière, il y a une dernière étape. Elle m'a tendu une feuille de papier vierge. Écris une lettre au fiduciaire. Explique le schéma d'abus, énumère les tentatives de fraude et demande formellement qu'aucun membre de ta famille ne soit informé des changements, sauf si la loi l'exige. J'ai regardé la page. Qu'est-ce que je dis? Des faits, dit Nina. Seulement des faits. Que la vérité suffise. Alors j'ai écrit, ligne après ligne, tout ce que j'avais découvert, tout ce qu'ils avaient fait, tout ce que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai fini, Nina a parcouru la lettre et a acquiescé. C'est le tournant, dit-elle. J'ai glissé la lettre dans le dossier, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression que le sol sous mes pieds était instable. Je me sentais ancré à moi-même, à la vérité, à la vie que j'avais enfin la permission de protéger. Dehors, le ciel s'était assombri, les nuages étaient épais et bas. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le vent me coupant les joues, mais je n'avais pas froid. Mon téléphone a vibré, une notification d'Experian, gel du crédit actif. Une autre d'Equifax, une troisième de TransUnion. Les 3 verrouillés, protéger les miens. Je me suis assise sur le siège conducteur, en regardant les notifications briller sur mon écran. Pendant des années, ma vie avait été quelque chose que les autres empruntaient plus maintenant. Les portes qu'ils avaient utilisées, certaines discrètement, d'autres audacieusement, étaient maintenant fermées, scellées. Et si quelqu'un essayait de les ouvrir à nouveau, je serais enfin de l'autre côté. L'appartement était différent quand je suis rentré ce soir-là, comme si quelque chose dans l'air avait changé. Sans permission, pour la première fois depuis longtemps, le silence ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à de l'espace large, intact, attendant que j'y entre. J'ai posé mes clés sur le comptoir et j'ai réalisé que je ne me préparais pas à un message vocal, à une urgence ou à une demande. Mes épaules, si habituées à se crisper, sont restées détendues. J'ai allumé une seule lampe dans le salon, laissant sa chaude lumière s'installer dans les coins. Les guirlandes lumineuses que je n'avais jamais pris la peine d'enlever scintillaient doucement contre la fenêtre. Je ne savais pas si je les aimais ou si elles étaient simplement familières, mais pour la première fois depuis des jours, elles ne ressemblaient pas au reste d'obligations que je n'avais pas réussi à remplir. Mon téléphone a vibré sur la table, 9 appels manqués de maman, 3 autres de papa, 2 messages de numéros inconnus. Je n'ai pas pris la peine de les ouvrir. Quand j'ai écouté le premier message vocal de maman, sa voix était aiguë, tremblant d'une détresse simulée. « Maya, ta sœur est anéantie. Tu nous as pris par surprise. Ce n'est pas comme ça que les familles gèrent les choses. » Je l'ai supprimé avant qu'elle ait fini. Le message vocal suivant était plus calme, plus doux, destiné à inciter plutôt qu'à frapper.
Tu n'étais pas obligé de faire appel à des avocats. Ton père est anxieux. Scarlett est sensible. Ça fait mal à tout le monde. Supprimer. Pas une seule fois elle ne m'a demandé si j'allais bien. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis allé dans la cuisine, ouvrant le réfrigérateur sans vraiment chercher quelque chose. Je n'avais pas faim, je n'étais pas fatigué, j'étais simplement immobile. Et cette immobilité ressemblait à de l'oxygène. Quelque chose m'a tiré une vieille habitude et j'ai pris mon agenda. Pendant des années, ma vie avait été un calendrier rotatif des besoins familiaux, rappel de médicaments pour papa, rendez-vous chez le dentiste pour maman, date limite de loyer pour Scarlett. J'ai feuilleté jusqu'au mois prochain et j'ai regardé les notes que j'avais écrites il y a des semaines, par habitude, le contrôle du cholestérol de papa, le nettoyage annuel de maman, le renouvellement du bail de Scarlett, un rappel pour recommander des suppléments pour maman, un rappel pour vérifier le remboursement kilométrique de papa. Chaque ligne était la preuve d'une vie passée à soutenir celle des autres. J'ai cliqué sur chaque rappel et j'ai appuyé sur supprimer. 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 Chaque clic ressemblait à un épluchage d'une autre couche d'attente sous laquelle je m'étais piégé. Je me suis arrêté au dernier, loyer de Scarlett et pendant un instant, un souvenir a vacillé moi envoyant de l'argent à minuit il y a 2 ans parce qu'elle avait encore oublié, et maman me suppliant avec cette voix fragile qui me faisait toujours céder. Je l'ai supprimé. La pièce m'a semblé plus légère. J'ai mis l'agenda de côté et je me suis dirigé vers ma bibliothèque, passant mes doigts sur les dos des livres. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais lu quelque chose juste pour moi. Tous ces dernières années avaient été consacrées à gérer, à réparer, à anticiper. J'ai pris un roman au hasard, non pas parce que j'avais l'intention de le lire, mais parce que je voulais me souvenir de ce que c'était que de choisir quelque chose sans culpabilité. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était papa. Son message vocal était lent, lourd. Ta mère est bouleversée. Scarlett est. Eh bien, elle est émotive. Tu n'avais pas besoin d'aller à de telles extrémités. J'ai appuyé sur supprimer dès que la culpabilité familière a commencé à monter dans ma poitrine. Puis j'ai pris une respiration longue, une purificatrice. Je n'étais plus obligé d'absorber ça. La réalisation m'a envahi comme de l'eau chaude. J'ai préparé le dîner, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, non pas parce que quelqu'un avait besoin de moi, non pas parce que je devais me précipiter pour résoudre une crise. J'ai cuisiné parce que mon corps demandait quelque chose de chaud, des légumes rôtis, une tranche de pain au levain, un verre de vin que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Ce soir me semblait assez spécial. J'ai mangé lentement, goûtant la nourriture au lieu de l'avaler entre les appels téléphoniques ou la culpabilité. L'appartement était calme, mais il n'était pas vide. Il semblait plein de choix, plein de souffle, plein d'une vie qui avait maintenant de la place pour moi. Après le dîner, j'ai nettoyé la vaisselle méthodiquement. Ce n'était pas une corvée, c'était un ancrage, une façon de récupérer de l'espace, centimètre par centimètre. Puis un autre souvenir a dérivé. Il y a des années, lors d'une fête de Noël, je m'étais excusé du dîner parce que maman avait murmuré que Scarlett s'était enfermée dans la salle de bain. Je me suis souvenu être resté dans le couloir, cajolant ma sœur pour qu'elle sorte pendant que la dinde refroidissait et que les invités échangeaient des regards gênés. Quand Scarlett est finalement sortie, le mascara coulant mais dramatique comme jamais, maman l'a serrée dans ses bras et a murmuré « Dieu merci, Maya est stable ». Ils ne m'ont jamais demandé si j'allais bien après avoir manqué mon propre repas. Ce soir, j'ai mangé chaque bouchée. Plus tard, j'ai trié un tiroir de paperasse, de vieux reçus, des notes, des listes de médicaments que je gardais pour mes parents. J'ai déplacé tous les documents qui les concernaient dans une boîte non pas pour les jeter, juste pour les mettre de côté. J'ai écrit dessus au marqueur noir épais, plus ma responsabilité. Le marqueur a crissé contre le carton, le son étrangement satisfaisant. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message cette fois de Scarlett, tu as détruit Noël et cette famille. J'espère que tu es fier. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est tu, puis s'est éclairci. Elle n'a pas dit désolé. Elle n'a pas admis ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Sa douleur n'était pas du chagrin, c'était une perte d'accès. J'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, la paix. Les heures ont filé. J'ai allumé une bougie, j'ai éteint les lumières au plafond et j'ai laissé la douce flamme projeter des ombres dans la pièce. Ce calme,
ce silence n'était pas le genre qui venait de l'abandon. C'était le genre qui venait de la récupération de l'espace. Mon téléphone a vibré une dernière fois, vers 22 heures. J'ai failli l'ignorer, mais l'aperçu de la transcription a attiré mon attention. Ta mère m'a demandé de prendre de tes nouvelles. Elle s'inquiète de la façon dont tu pourrais réagir. Une voix de femme, quelqu'un que maman connaissait mais ne voulait pas parler directement. Même maintenant, même après tout, ma mère voulait s'assurer qu'elle n'était pas la méchante de sa propre histoire. Elle voulait s'assurer que je ne prévoyais rien qui l'obligerait à se sentir coupable. J'ai regardé le message, la bougie vacillant à côté de moi. Il ne s'inquiétait pas de me perdre, il s'inquiétait de perdre ce que je fournissais. La vérité a atterri doucement cette fois. J'ai reposé doucement le téléphone et je suis allé à la fenêtre. Dehors, les flocons de neige dérivaient en spirale lente, captant la lumière des lampadaires. Le monde semblait calme, propre. J'ai murmuré, presque sans le vouloir, je suis enfin libre. Et je l'étais. Je n'ai pas répondu au message vocal. Je n'ai pas rappelé. Je ne me suis pas expliqué, je n'ai pas adouci les angles, je n'ai pas offert de réconfort là où on ne m'en avait jamais donné. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence non pas comme un fardeau, mais comme une limite. Je me suis blotti sur le canapé avec la couverture encore chaude d'avant. La bougie a vacillé une dernière fois avant de stabiliser sa flamme. Ma respiration a ralenti. Mon corps s'est ramolli dans les coussins. Le silence ne me faisait plus peur. Il ressemblait à une porte, et demain je la franchirais. La lumière du matin n'était pas vive, juste assez douce pour toucher les bords de l'appartement et me rappeler que le monde n'était pas fini même si quelque chose à l'intérieur de moi l'était, ou peut-être que quelque chose avait commencé. Je me suis tenu près de la fenêtre avec une tasse de thé, me réchauffant les paumes, regardant la neige à l'extérieur s'accumuler sur la balustrade comme une nouvelle couche de silence. Pour la première fois de ma vie, le silence ne ressemblait pas à de l'anticipation. Il ressemblait à la paix. Pas d'appel manqué, pas de message frénétique, pas de culpabilité dégoulinant à travers mes notifications comme avant, juste de l'immobilité. Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai commencé à nettoyer l'appartement, non pas par obligation, pas pour faire de la place pour quelqu'un d'autre, mais pour faire de la place pour moi. J'ai ouvert des tiroirs que je n'avais pas touchés depuis des années, en sortant des piles de vieux reçus, des notes pour les rendez-vous de mes parents, des listes de courses qu'ils avaient envoyées, des rappels que j'avais créés pour m'occuper des choses qu'ils oubliaient. Un par un, je les ai placés dans une grande boîte en carton, chaque facture payée en leur nom, chaque note que je m'écrivais pour prendre des nouvelles de maman, chaque impression des paiements tardifs de Scarlett que j'avais discrètement couvert, tout le travail invisible d'une vie. J'ai scellé la boîte avec une bande adhésive et j'ai écrit dessus au marqueur épais, plus ma responsabilité. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté, une limite tracée doucement mais indubitablement. Alors que je rangeais la boîte au fond du placard, j'ai trouvé une autre enveloppe, une datant d'il y a des années, jaunie sur les bords. L'écriture de Scarlett sur le devant. J'ai hésité, puis je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une facture d'hôpital d'une visite aux urgences il y a des années, répertoriée sous contact principal, mon nom, mon numéro, mon adresse, une autre décision qu'elle avait prise sans demander. Mais au lieu de la douleur familière, j'ai ressenti une étrange légèreté, non pas parce que ça ne faisait plus mal, mais parce que je comprenais enfin que la douleur n'était pas de ma faute. J'ai mis l'enveloppe de côté et je suis retourné dans la cuisine, respirant le parfum chaud de l'ail rôti et du thym. J'avais commencé à cuisiner sans même m'en rendre compte, laissant mes mains bouger par instinct, couper des légumes, frotter des herbes sur un petit poulet, préparer un repas qui n'était pas pour une foule ou pour la gestion de crise ou pour les préférences de quelqu'un d'autre, il était juste pour moi. J'ai mis la table lentement, intentionnellement, une assiette, une fourchette, une serviette en lin que j'utilisais rarement. J'ai versé un verre de vin rouge, j'ai regardé la façon dont la lumière se reflétait à sa surface, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, le dîner de Noël ne ressemblait pas à une performance. Il ressemblait à une vie. La première bouchée avait le goût du soulagement, chaude, savoureuse, ancrée. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée comme je n'avais presque rien savouré dans ma vie d'adulte. Personne n'a appelé pour interrompre. Personne n'avait besoin que je vienne les secourir. Personne ne s'attendait à ce que je répare les fêtes. Quand j'ai fini de manger, j'ai lavé l'assiette à la main et je l'ai séchée avec la serviette que maman avait brodée pour moi quand j'avais emménagé. Une petite boule s'est formée dans ma gorge, mais ce n'était pas du chagrin plus maintenant. C'était de l'acceptation. J'ai plié la serviette proprement et je l'ai remise dans le tiroir.
Puis je me suis assise à nouveau à la table avec 2 feuilles de papier à lettres. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai écrit une lettre à mes parents, honnête, stable, sans blâme, je vous aime, je vous ai toujours aimé, mais je ne peux plus porter le poids que vous avez mis sur moi. Je n'ai pas quitté la famille, j'ai simplement quitté un rôle qui me brisait lentement. Et une à Scarlett, plus courte, plus simple, j'espère que tu apprendras à prendre tes responsabilités un jour. Je choisis une voie différente maintenant, une qui ne me fait pas mal de marcher. J'ai plié les 2 lettres et je les ai glissées dans une enveloppe que je n'avais jamais l'intention d'envoyer. Les écrire ne consistait pas à être entendu, il s'agissait de lâcher prise. La dernière lumière du jour s'est estompée en un doux gris. Les flocons de neige ont tapé doucement à la fenêtre. Tout l'appartement bourdonnait d'un calme que je ne savais pas comment nommer. Je me suis blotti sur le canapé avec une couverture, laissant la chaleur m'envelopper. Mon téléphone a vibré une fois, un message de vœux d'une collègue qui me connaissait à peine mais se souciait plus que la plupart de ma famille ne l'avait jamais fait. Le message m'a fait sourire, de cette petite façon tranquille dont on sourit quand quelque chose touche une vieille blessure doucement au lieu d'appuyer dessus. J'ai murmuré dans la pièce sombre, je vais enfin bien. Et pour une fois, j'y croyais. J'ai pensé à tous ceux qui avaient déjà porté trop de choses, qui avaient toujours été le roc, à qui on avait dit de se taire pour le bien de la paix qui ne les incluait jamais. J'ai pensé au nombre de personnes qui avaient appris à se réduire pour une famille qui ne le remarquait pas. Cette histoire n'était pas seulement la mienne, elle appartenait à tant de gens comme moi. Si vous avez déjà eu à vous choisir pour la première fois, vous connaissez ce sentiment, le tremblement de la liberté, la douleur des limites, la douceur de la paix que vous ne saviez pas que vous méritiez. Merci d'être resté avec moi à travers tout ça. Si mon histoire vous a fait vous sentir vu ou vous a donné du courage, j'aimerais que vous partagiez vos pensées ci-dessous. Dites-moi si vous avez déjà eu à fixer une limite à quelqu'un que vous aimez. Dites-moi si vous avez déjà récupéré une partie de votre vie que vous pensiez avoir perdue. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de guérison, de vérité, de courage et du pouvoir tranquille de se choisir, je vous serai reconnaissante que vous restiez, que vous aimiez, que vous vous abonniez ou que vous reveniez simplement pour la prochaine. Après tout, parfois les histoires les plus courageuses sont les histoires tranquilles que nous nous racontons enfin.